Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de la jungle, avec pour seule compagnie des animaux sauvages. C'est parti! 10 mars 1945. Alors qu'en Europe, ce sont les ultimes combats, alors que toute la France, à part quelques poches, est libérée, en Indochine, c'est la guerre qui commence brutalement. La veille, les Japonais ont déclenché une offensive de grande envergure. Or, le poste avancé de Boaa, que commande l'adjudant-chef Jean-Luc Moreau, est en première ligne. Devant l'importance des forces ennemies, impossible de songer à résister. Il faut évacuer en direction de la Chine. Mais Jean-Luc Moreau ne pense pas qu'à lui. Si ses deux enfants, Jean, 10 ans, et Marie-Claude, 7 ans, en pension à Hanoï sont en sécurité, sa femme Léone, qui partage son existence à Baoa, pose un problème dramatique. De corpulence très forte, elle est incapable de monter à cheval. Aller en Chine à pied ou en chaise à porteur, sur une route coupée de pitons montagneux, est irréalisable et il faut se décider d'urgence. C'est alors que l'adjudant-chef pense au mandarin Nguyen Dinh, le plus puissant personnage de la région. Il lui avait jadis proposé de cacher sa femme en cas de danger. Il n'y a pas d'autre solution. Les deux époux se font des adieux douloureux et précipités. Jean-Luc et ses hommes prennent la route du nord et Léone va chez le mandarin. Mais la situation évolue très vite. C'est un véritable déferlement nippon. La débâcle française est générale et le mandarin prend peur. Les espions sont partout. Il dit sans embâche à Léone Moreau « Vous n'avez que deux solutions, vous rendre aux Japonais ou vivre dans la forêt ». Léone Moreau n'hésite pas. Résolument, elle gagne la jungle. Nous sommes à la mi-mars 1945, son calvaire est commencé. Elle porte 2 lourdes valises pleines de vêtements et de médicaments. Le mandarin lui a donné pour guide son secrétaire Chuk, un jeune homme de 20 ans. Dans la forêt, à quelques kilomètres d'un village, Chuk et elle construisent une case en bambou. Après quoi, le secrétaire du mandarin la laisse sous une pluie battante en lui promettant de revenir. Un instant, Léone se croit définitivement abandonnée, mais Chuk tient parole. Toutes les semaines, il vient la ravitailler et lui apporter des nouvelles. Et ce ne sont pas ces dernières qui lui manquent. Tout d'abord, sur le plan personnel, il lui apprend que son mari est en sécurité en Chine, mais que ses enfants sont prisonniers des Japonais à Hanoï. Puis fin août 1945, c'est la grande nouvelle. Les Américains ont gagné, les Japonais ont capitulé. Léone Moreau est rayonnante. Alors c'est fini, je vais pouvoir rentrer. Le visage de Chuk s'assombrit. Non, car ce ne sont pas les Français qui ont pris le pouvoir à Hanoï, c'est le Viet Minh. Vous êtes encore plus en danger qu'avant. Il va falloir vous réfugier plus loin. Je vais vous aider. Et Chuk ajoute, tout en l'aidant à faire ses valises. Cela va peut-être s'arranger. Il paraît que les négociations ont lieu à Paris. En attendant, Léone Moreau, victime d'une situation politique qui lui échappe totalement, doit continuer à fuir comme une bête traquée. Traînant ses 2 valises boursouflées, elle s'enfonce dans la forêt avec Chuk. Il s'arrête de nouveau, à quelques kilomètres d'un village. Chuk lui construit une nouvelle case, sans fenêtre, qui peut à peine contenir un lit. Et il lui dit qu'il doit la quitter définitivement. Il s'est arrangé pour qu'un des habitants du village vienne la ravitailler régulièrement. Cette fois, c'est le calvaire qui commence véritablement pour Léone Moreau. Un calvaire qui dépasse en atrocité les pires bagnes. Seule, à part la visite régulière mais éphémère du villageois, elle perd toute notion du temps. Elle maigrit d'une façon effrayante. Le jour, armée d'un coupe-coupe, elle abat des bambous et des lianes pour faire chauffer sa cuisine. En plein midi, la pénombre règne dans la jungle. En levant la tête, on voit à peine un coin du ciel, à travers les arbres hauts de 15 mètres. À la tombée de la nuit, c'est-à-dire vers 4 heures de l'après-midi, Léone mange. Après quoi, elle se couche et se réveille pour se défendre des rats énormes qui envahissent la case, attirés par la réserve de riz. Pour tout vêtement, elle ne possède bientôt plus que 2 robes de chambre et une chemise, comme literie, un matelas en capoc et une couverture. Elle va à pieds nus, malgré les serpents et les 1000 pattes, qui mesurent 20 cm et portent des écailles coupantes sur leur dos. Leurs morsures donnent la fièvre pendant 2 jours. Mais le plus atroce, ce sont les sangsues. Elles sont petites, noires, à peine plus longues et larges qu'une allumette, et se laissent tomber sur leurs victimes avec une sûreté extraordinaire. Quand il pleut, il y a peut-être 1 semaine sans pluie par an, elles accourent de tous côtés jusque dans son lit. Elle se réveille ensanglantée. Une source coule près de la case, et lorsqu'un orage survient, l'eau envahit tout. D'énormes grenouilles se retrouvent bondissant autour d'elle avec leur coassement caractéristique qui ressemble à l'aboiement d'un berger allemand. La source a d'autres habitants. Certains charmants,
comme les chevreuils et les cerfs qui viennent le matin et le soir, d'autres plus inquiétants, comme les ours, petits et noirs de poils, mais qui ne se montrent jamais agressifs, se contentent de la regarder de loin, perchée sur les arbres. Mais il y a le tigre. Lui, il ne va boire que la nuit. Pour repérer son passage, Léon met des bambous autour de sa case et lorsque le fauve arrive, il signale sa présence en les écrasant par un craquement sec. Elle allume alors une allumette, il s'arrête, la dévisage intrigué, n'insiste pas et continue sa route. Outre la peur quotidienne, il y a la maladie. Léon Moreau avait au début une provision de quinine, mais elle s'est vite épuisée. Dévorée de fièvre, parcourue de tremblements, elle pense à son mari et à ses enfants. Pour ne pas devenir folle, elle se force à imaginer de quelle manière elle va rénover sa vieille maison de campagne aux environs de Saint-Gaudens. Elle trace des plans, elle pense à la couleur des dessus de lit, des rideaux au milieu des sangsues et des mille pattes et de l'aboiement des grenouilles. Elle craint le Viet Minh, dont son serviteur villageois lui a dit qu'il se rapproche. Un jour, elle entend un bruit de trompette. Elle croit que ce sont les soldats ennemis. Le même serviteur lui apprendra que c'est l'oiseau papillon, très rare, qui a ce cri bizarre. Insuffisamment alimenté, Léon Moreau attrape le beriberi. Son corps enfle douloureusement et elle croit mourir. Elle ne peut même plus aller jusqu'à la source. Un jour, elle dit au villageois qui lui apporte son riz. « Rapporte tes provisions au village. C'est inutile que tu te déranges, je vais mourir. » La femme du serviteur vient le voir. À l'aide d'un éclat de bol, elle incise son corps. Rapidement, elle désenfle. Elle peut même marcher avec 2 cannes. Mais elle constate avec angoisse qu'elle n'y voit plus d'un œil. Elle croit à un trouble passager. Pourtant, elle restera à jamais borgne. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le villageois lui dit peu après « Beaucoup de morts, pour les Français pas bon, vous partir !» Même si elle ignore ce qui se passe exactement, Léon Moreau a compris. Les négociations qu'avait évoquées Tchuk entre la France et les Vietnamiens ont dû échouer. C'est la guerre. Effectivement, nous sommes en décembre 1946 et le 19 de ce mois, la flotte française a bombardé Epong. C'est le début officiel de la guerre d'Indochine. Les escarmouches vont faire place à des opérations de grande envergure. Elle doit s'enfoncer plus loin, plus profond dans la forêt. Tout ce qu'elle possède désormais tient dans un petit ballot. Les rats ont dévoré les valises, la couverture et le matelas de capoc. Elle élit domicile dans le territoire des Man, peuplade pacifique opposée aux Viet Minh, habitant les hauts plateaux. À cet endroit, la jungle très humide semble enveloppée de brouillard. Jour et nuit, Léon Moreau grelotte de froid. Tout moisit, et elle ne peut allumer le feu, de crainte de donner l'alerte aux Viet Minh. Cet endroit charmant est le lieu de prédilection des pitons, des araignées géantes et de la panthère noire. Elle n'oubliera jamais la rencontre avec cette dernière. Un jour, l'une d'elles vient se poster sur un arbre devant sa case. À la tombée de la nuit, elle s'arrête sur une grosse branche et toutes deux se regardent. Curieusement, Léon n'a pas peur. Elle est sûre que le fauve ne va pas l'attaquer. Et effectivement, lorsque le jour est complètement tombé, elle l'entend pousser son cri, une sorte de miaulement très fort, suivi des cris de détresse des oiseaux qu'elle dévore. La vie continue pendant un temps qu'elle est incapable de déterminer. Elle est, à présent, totalement seule, se débrouillant comme elle peut et survivant de manière miraculeuse. Les singes, bien qu'inoffensifs, sont très voleurs et lui emportent la dernière chemise qu'elle possède. En revanche, ils la ravitaillent, car ils volent aussi aux paysans quand ils font la récolte du riz, et ils en laissent tomber près d'elle. Tout va pourtant prendre fin d'un coup. Léon Moreau s'imagine que tout le monde l'avait oubliée. Il n'en était rien. Les Français savaient qu'elle était vivante par les récits des Man et dépensaient des efforts considérables pour la retrouver. Le 7 novembre 1947, elle voit arriver des coulis, puis des militaires. Elle croit qu'elle rêve, mais elle ne rêve pas. Elle se retrouve bientôt allongée sur un brancard, en guenille, affreusement amaigrie, à demi-folle, secouée par des crises de paludisme, couverte de sangsues. Au soir, elle fait son entrée dans le poste français de Lang Kem. Elle peut bénéficier d'un repas et de lits convenables pour la première fois depuis 33 mois, car c'est le temps qu'a duré son calvaire. Rentrée chez elle, Léon Moreau a mis ses projets à exécution. Elle s'est retirée dans sa ferme en ruine, aux environs de Saint-Gaudens, et l'a aménagée selon son goût. C'est devenu une habitation coquette et confortable, presque douillette. Personne ne pourrait imaginer que la maîtresse de maison en a conçu l'installation seule dans la jungle, au milieu des sangsues, des mille pattes, de 20 cm de long, au dos coupant comme un rasoir, et des grenouilles à l'aboiement de berger allemand. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Léon aura fait un régime forcé, et son embonpoint de départ lui aura peut-être sauvé la vie. À bientôt les petits angoissés.